Salut à tous. Alors aujourd'hui, c'est un micro un peu spécial. On se retrouve dans une superbe boutique, un super endroit où notre invité du jour nous a donné rendez-vous. Il s'appelle JP Mano, DJ JP Mano, alors à la fois collectionneur de vinyle, DJ, directeur artistique, directeur musical, il a travaillé avec de nombreux artistes. On va partager un moment simple comme on a l'habitude de faire avec JP. On se donne rendez-vous avec un homme qui a une carrière épaisse comme ça. Et donc voilà, comme je vous l'annonçais, nous sommes avec DJ JP Mano. Salut JP, Salut Case, comment tu vas? ça va et toi? Ouais, Ça va et toi? Merci très de bien. m'accueillir dans My Media Room. Bah non, mais merci à toi. On est dans un super lieu, un lieu qui t'est un petit peu Un lieu que j'aime beaucoup. affilié, quoi, on va dire. Ouais, un lieu que j'aime beaucoup. Ouais. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter pour nos curieux qui nous regardent et qui, bizarrement, ne te connaîtraient pas? Si je devais me définir, je dirais que je suis un passionné de musique Mhm. qui a organisé sa vie autour de ça. DJ à la base, et j'ai développé des aptitudes et donc des activités autour de la musique. Autour de la musique, de directeur artistique, de directeur musical. Directeur musical, tu travaillais sur des Créations de sur des musique de créations, film. voilà, tout à fait. Directeur artistique, Oui, plus sur des shows, des spectacles. oui. Notamment avec Mugler, Ouais. sur son spectacle Mugler Follies. Et puis il y a une autre partie de mon activité qui est la transmission. Et donc ça passe par soit des conférences et aussi essentiellement par des cours, Mhm. des cours d'histoire de la musique afro-américaine et qui sont très très importants pour moi. Tu donnes tes cours dans quel cadre? Je donne des cours dans le cadre de formation sur 3 ans à la Juste Debout School, Juste notamment. de school, d'accord. Aussi chez Cinédance Academy. Et puis de temps en temps, j'interviens notamment avec le Conseil Général du 93. Là, ça va commencer d'ailleurs cet été. Là, c'est des conférences navigantes Ok. sur le canal de l'Ourcq et le canal Saint-Denis autour de l'histoire du hip-hop en France Mais et de alors, l'histoire du hip-hop tout on court. te connaît comme organisateur des soirées, que ce soit la mythique et culte Black Pearl dans les années 90-2000. Ouais. C'est une soirée sympa, c'était une soirée un peu dingue où Il se passait beaucoup de choses, quoi. il se passait pas mal de trucs et c'était une soirée où j'avais, enfin, c'était vraiment, c'est l'une des soirées qui m'a le plus ressemblé Ouais, en fait. ouais, c'est Voilà. sûr. Une des Ouais, soirées qui m'a JP Mano, Black Pearl, C'était indissociable. Ouais, à ouais, l'époque, bien sûr, ouais. c'est ça. Maintenant, c'est la LRP. Si on revient à la genèse, tu as démarré au Palace. En fait, j'ai commencé au Palace parce que la personne qui m'a appris ce que je sais, donc Boris, Mhm. était le DJ du Palace. D'accord. Voilà. Donc j'ai commencé là, mais j'en parle pas beaucoup, comme il y a beaucoup de choses dont je parle peu, parce que pour moi, ça fait partie de mon parcours, mais c'est pas non plus. C'est pas significatif C'est pas de ton ce n'est pas significatif. Ça fait partie de ces opportunités qui se sont créées parce que j'étais parfois au bon endroit au bon moment et que j'ai pu bénéficier de l'aura d'une personne qui m'emmenait partout avec elle, Mhm. quoi. Du coup, j'aimerais bien que tu nous racontes ce que toi tu as comme ressenti sur l'évolution un peu de la musique, même de la culture, que- les évolutions, qu'elles soient positives, négatives, ton ressenti, parce que toi tu traverses tout ça en étant un passionné Mm. de cette musique. À mon sens, la musique, elle évolue comme on s'en occupe. Mm. Si certains, dont parfois je fais partie, parce que la passion fait on est aussi très fluctuant. Mhm. On aime, puis on n'aime plus, puis Oui. on re-aime, puis on aime à la folie. Et donc du coup, oui, il y a des moments où je remets beaucoup en question tout ce qui se passe autour de la musique. Mais ça me remet aussi en question moi, quant à la façon dont je prends soin de la musique que j'aime. Et c'est la responsabilité de tout un chacun en fait.
si on aime tant la musique, si on aime tant une culture, si on Ouais. aime tant un art, Mhm. eh ben, c'est à nous de nous en occuper. Et mon cheval de bataille, moi, c'est de non seulement s'en occuper, mais aussi de faire en sorte de faire vivre cet art et de façon active. Et pas simplement que de s'axer sur des réseaux sociaux pour dire j'aime, 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 j'aime. Et puis au final, de ne jamais donner la vraie force et le vrai élan à un courant culturel, à savoir de donner la possibilité aux artistes de vivre de leur art, pas de façon abusive, mais au moins décemment pour qu'ils aient l'envie et la force de continuer. Donc pour toi, il y a un vrai militantisme derrière tout ça. C'est pas il y a une question de musique et de kiff et de divertissement, mais il y a également derrière pour toi une espèce de militantisme culturel ou c'est un peu trop. Non, c'est pas du militantisme, c'est une question c'est une affaire de conscience pour moi. Ouais, d'accord. C'est une affaire de conscience. Pour moi, on est dans une boutique de vinyle, c'est pas un hasard. Mhm. D'ailleurs, on va en parler Ouais, après. Pourquoi tu nous as mais, emmenés ici? mais un vinyle, pour moi, c'est la représentation d'un travail. Ouais. C'est pas rien. Ok. C'est pas rien. C'est pas. Et ça veut pas dire que la musique des autres n'existe pas, hein. Non, non, bien sûr. Mais il suffit de regarder comment des jeunes aujourd'hui consomment la musique. Mhm. Et je suis désolé, mais je ne suis pas certain qu'ils aient le même disque dur en mémoire des morceaux qui les ont fait rêver, voyager, aimer, crier, chanter, qui leur ont fait avoir des émotions Mhm. et qu'ils s'en souviennent et qu'ils aient cette espèce de bande-son de leur jeunesse ou de l'année passée ou même de la semaine passée. Parce que 10 000 titres dans une playlist d'un ordinateur, c'est pas 3 disques, ça vaut moins pour moi que 3 disques dont on a la pochette, dont on a l'artwork en main, dont on a Ouais. enfin voilà. Bien C'est- sûr. Il y a un truc un peu de fétichiste voilà. aussi derrière tout Non, ça. c'est pas du fétichisme. Encore une fois, non, c'est pas du fétichisme. C'est pas du fétichisme, mais c'est beaucoup plus important que ça parce que Le fétichisme, c'est déjà quand même quelque chose de très important. non, parce que en fait, ça veut dire qu'on sacralise un objet, mais à d'autres fins que le poids culturel et historique que ça a. D'accord. Moi, pour moi, enfin, on en parlera peut-être après, mais euh, l- l'histoire de notre culture, elle n'est pas écrite dans des bouquins. Elle est écrite sur les pochettes et les pochettes intérieures des disques sur lesquels les types racontent leur vie, parce qu'elle n'est pas écrite dans des bouquins. Et donc, ce sont des pans d'histoire. Et donc là, c'est plus du fétichisme au sens de l'objet à proprement Bien parler, sûr, ça va un peu plus loin. mais ça Ouais. va plus Ça loin, a une quoi. portée culturelle Voilà, plus c'est grande. ça. Oui, oui, je suis d'accord aussi avec toi, mais on commence aussi par Ouais, cet pas aspect. touche au vinyle, t'as vu, je rigole pas avec ça. Si on écrivait ensemble le pitch de un film sur toi, on résumerait un pitch concernant la vie de JP Mano. Tu dirais quoi? C'est un peu, ce serait un film qui démarrerait dans les années 80. Non, non, ce serait un film qui démarrait au début du XXe siècle, Mhm. avec mon grand-père ou mon arrière-grand-père, Ouais. avec, avec un sens de la musique, une sensibilité à la musique qui obligatoirement se transmet. Euh, et puis un père et une mère qui me transmettent aussi cet amour-là, Mhm. ce, ce groove, cette texture musicale particulière qui crée un univers un peu inconscient. Et puis ensuite, ouais, une rencontre personnelle avec la musique, et du coup, où tout reprend sa place et où Ouais. tout devient clair, et où je sais pourquoi j'aime plus ça que ça, Ok. parce que ça fait partie de mon histoire. Euh, et puis, On arriverait à un adolescent du coup un jeune adulte qui commence à écrire son histoire avec la musique. non, un adolescent, enfin, même pas, même un enfant, parce que Un enfant déjà. Ouais. comme je te l'ai dit, je te l'ai déjà dit, je t'ai déjà raconté ça, mais moi j'étais passionné, absolument passionné par la voix de ma mère quand elle parlait. Elle avait une voix très particulière, et donc du coup j'achetais des disques ou j'écoutais des disques juste pour comparer, pour savoir si ma mère avait une plus belle voix
Alors au début c'était Nina Simone, c'était un peu facile, mais quand c'est commencé à arriver à Aretha Franklin, bon je me dis quand même du niveau, quand même du niveau. Et du coup, j'ai commencé je suis tombé là-dedans à travers ça. Et puis aussi le fait que j'ai l'âge que j'ai, mais je suis né en France. Et je suis né en France et j'ai grandi seul black dans une école, quoi. Ouais. Et donc du coup, ma construction, et je fais pas du tout dans le pathos, mais Non, non, mais tu apprends juste que tu es on est en train différent, d'écrire ton film, donc. tu apprends que tu es différent, et donc Mhm. du coup, tu te repositionnes à travers les artistes que tout le monde adule, quoi. Ouais. Parce que c'est eux qui donnent une valorisation à ce que tu es. C'est pas dit écrit. Je me suis pas acheté des disques et j'ai pas regardé des pochettes en me disant ouais, je suis I'm black and I'm proud. C'est pas du tout ça. Mais tu comprends. Enfin, voilà, c'était une identification en tout cas forte. Ouais. Voilà, Et quelque chose que tu m'avais dit qui m'avait marqué, c'était ton positionnement en tant que DJ quand tu vois les gens arriver dans la boîte et la mission que tu as pour eux en tout cas. C'est tu peux m'en parler parce que tu en parles super bien et que en plus de ça, bah, ce sont tes ressentis. Ouais, mais en fait, je considère que. Alors, ça, c'est une petite bataille. Il y a plusieurs écoles. En tout cas, moi, je considère que moi, en tant que DJ, je me dois d'être au service ou à la disposition, peu importe, des gens qui sont dans la salle. Et j'attache une importance toute particulière non seulement aux gens qui vont être mes soldats dans la soirée, même si je ne les connais pas. Oui, où tu vois que tout de suite tu les as accrochés voilà. et qu'ils sont venus pour toi, quoi. Non, ils ne sont pas venus pour moi. Ils sont venus et c'est des personnes qui sont importantes dans la salle. Tu sais, il y a des gens, quand ils rentrent dans un lieu, qui ont du charisme ou un morphotype un peu particulier. Et ça, en tant que DJ, tu le repères tout de suite. Ouais, tu le vois tout de suite. Tu vois les gens qui rentrent dans une salle et sur laquelle tout le monde se retourne. Et tu les vois quand ils sont sur la piste de danse et que tout le monde les regarde en disant ah, si lui danse, c'est que c'est cool et on peut danser. Ou si elle danse, c'est cool, c'est qu'on peut danser. Et donc, du coup, c'est ces gens-là. Je m'appuie sur ces gens-là. Très bien. Intéressant pour que. Et je m'appuie sur ces gens-là et quand j'en ai 3, 4 ou 5, eh ben, j'essaye de les mettre en concordance, suivant l'endroit où ils sont dans la salle, pour que du coup tout le monde soit un peu attiré de façon inconsciente par ces pôles-là. Mais quand j'ai ça, j'ai pas toute ma salle parce que pour moi, les gens les plus importants dans une soirée, c'est les gens qui dansent pas. Les gens qui ont des problèmes avec leur corps, qui ont honte de danser, qui savent pas, qui sont trop timides, qui sont juste venus là pour passer une soirée, pour se détendre, et qui sont assis là. Et quand tu fais une soirée et que tu vois quelqu'un, et ça arrive, qui arrive à minuit et qui s'est quasiment pas levé jusqu'à 5 h du matin, mais qui est resté là, a priori, c'est pas parce qu'il s'embête. Et là, il y a plus de chances pour que tu aies réussi ta soirée dans ces cas-là. Voilà, c'est comme ça que j'aborde mon boulot. Comment tu perçois le public qui vient à tes soirées? Alors, il y a deux choses. Est-ce que soit on parle du public qui vient à mes soirées, donc les soirées pour lesquelles que je produis moi et pour lesquelles je dis je donne un petit peu un cahier des charges. Et donc là, on est, c'est pas que moi, on est avec Sly et on parlera de la LRP, et donc du coup, on fait une proposition et les gens adhèrent à cette proposition. Et là, ils viennent de tous horizons, de toutes catégories socio-professionnelles et j'aime pas le mot, mais de toute catégorie ethnique. Enfin, il n'y a pas de frontière à proprement parler. Tout le monde vient. Et après, les gens prennent dans ce qu'on a à leur proposer ce qui leur convient. Mais maintenant, si on doit parler vraiment uniquement du travail de DJ, oui, que tu fais en dehors de que je fais en dehors de ça, le constat, il est comment alors? Le constat, il est que déjà, il y a beaucoup de propositions et que du coup,
comme il y a beaucoup de propositions, ces propositions se spécifient. Oui. Et donc, en se spécifiant, elles s'adressent à des catégories de gens qui sont de plus en plus restreintes. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, on n'a pas la même ouverture d'esprit, on n'a pas la même... oui, il n'y a pas la même ouverture d'esprit qu'il y a eu avant. Il y a plus ça. Les gens viennent pour une soirée hip-hop, dans laquelle si tu mets de la house, on se demande ce que tu C'est mal fais. perçu. Les gens viennent pour une soirée house, dans laquelle si tu mets du hip-hop, les gens ne comprennent pas. Les gens viennent pour une soirée rock, si tu leur mets du blues, à la rigueur ça peut passer, mais si tu leur mets de la soul ou du rhythm and blues, ils ne comprennent pas. Enfin, voilà, il n'y a pas cette élasticité qu'on trouvait avant. Ouais. Ça t'attriste. Oui, oui, ça m'attriste parce que du coup, moi qui aime la musique, j'aimerais pourvoir. Alors c'est paradoxal parce que tu es estampillé quand même précurseur, spécialiste, passionné, adepte des sonorités black music. Mhm, Et en même temps, tu revendiques une ouverture musicale d'esprit, qu'elle soit rock, variété française, anglo-saxonne, africaine, mhm. euh, européenne dans le Ouais. sens le plus large de son terme. Tu penses que c'est dû à quoi? Tu penses que c'est dû au fait que tu viennes d'un terreau qui de base était plus ouvert? Ou est-ce que c'est parce que tu es juste toi plus ouvert que les autres? Euh, Est-ce que tu as été donc influencé par des gens qui... non, j'ai été influencé. J'ai été. Alors, on va faire le truc par étapes. D'abord, dans un premier temps, moi, je fais partie de la génération et tous les gens de mon âge ne peuvent pas mentir, quoi. Il y avait pas au départ, il n'y avait pas la FM. Hmm. Il n'y avait pas, il y avait pas la FM, donc on peut pas se dire. Enfin, on a grandi en écoutant du Jeu Dassin et du Claude François à la radio. Mhm. Enfin, donc on peut pas après s'inventer une vie de spécialiste de musique dès la plus tendre enfance, alors que cette musique, elle était diffusée sur France Inter à 22 h le samedi soir, heure à laquelle on était censé être depuis longtemps couché, quoi. Mhm. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, les clubs dans lesquels on a mixé étaient des clubs généralistes. C'est Et, ça. euh, C'est et la vraie notion du généralisme. généraliste et généraliste, ça veut pas dire généraliste qualitatif, Non, mais généraliste. Et donc il fallait qu'on soit capable de mettre un Edith Piaf à côté d'un Miles Davis, au détour d'un Queen Kate et, Bush, et d'un Kate Bush, et puis le dernier Michael Jackson. ouais, ouais. Il fallait avoir donc cette ouverture d'esprit, cette culture et cette créativité, cette volonté d'être créatif et de mélanger les influences et ça, c'était quelque chose d'important. Mhm. Et en plus, euh, euh, si on pousse plus loin, euh, la scène black music ne convenait pas au club. Dans la plupart des clubs, on ne voulait pas voir cette clientèle-là pendant très longtemps, Mhm. jusqu'à la fin des années 90. Et donc, le DJ que j'étais, pour pouvoir travailler, a fait ce qui était demandé Ouais, bien dans sûr. les clubs, quoi. Et pour la culture hip-hop, comme pour la culture soul-funk, enfin, c'est la même chose. Pour la culture hip-hop, les gens qui disent que ils ont pu passer du hip-hop pendant des années en soirée, euh, en tout cas, moi, très modestement, sur Paris, j'en connais pas. D'accord. Ça n'existait pas. Il y avait un morceau de hip-hop ou deux dans la soirée. Mais il n'y avait pas une série hip-hop. Ouais. Il n'y avait pas un moment où les danseurs, pas les danseurs, mais les gens qui aimaient cette culture pouvaient se dire non, mais tu vas à telle soirée Ouais. et il y a du hip-hop du début à la fin de la soirée. C'est pas vrai. Et ça a changé à quel moment? Alors, il y a eu une période qui a existé autour de l'émergence de Nova et je crois que c'était Actuel à Mhm. l'époque. Il y a eu chez Roger Boîte Funk
parce que c'est la période, une courte période de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, pendant laquelle le hip-hop est devenu un peu sexy et un peu médiatique. Et puis après, il y a eu tous les problèmes liés à la culture hip-hop mal digérée par la société française. Donc les bagarres, et donc plus personne ne voulait de hip-hop. Et en fait, c'est grâce à Canal+ que le hip-hop est revenu dans les clubs. Canal+, parce que sur Canal+, Et pas TF1, TF1... avec HIP HOP. Non, TF1 HIP HOP, c'est 83, 80, c'est 84. Mais en fait, Canal+ a commencé à diffuser du sport américain tous les soirs ou presque. Ouais, très bien. Et donc par ce prisme-là. Par ce biais-là, on entendait Naughty by Nature, Hip Hop Hooray tous les soirs. Okay. Et donc du coup, tout le monde savait ce que c'était qu'Hip Hop Hooray. Et encore aujourd'hui, tu mets ce morceau et les gens connaissent la chorégraphie par cœur. Donc du coup, les gens se sont remis à écouter ce style de musique à travers les morceaux qui passaient dans toutes les diffusions de matchs de NBA ou de... Après, tout le monde n'avait pas Canal, mais bon, c'était... Non, mais enfin, après, c'est une traînée de poudre. Et puis, il y a de plus en plus de radios spécialisées qui le font. Il y a des magasins aussi qui sont spécialisés et qui le font. Et donc, du coup, malgré tout, il y a une habitude qui se crée un petit peu. Et donc, un retour progressif d'une culture ou d'une bande-son qui est acceptable. Mais ça reste une dizaine de morceaux dans la soirée. Bien sûr, bien sûr. On va parler un petit peu de ce lieu où tu nous as donné rendez-vous. Où est-ce qu'on est? Pourquoi ici? On est dans le 11e, dans une boutique qui s'appelle Heartbeat Vinyl, et qui est tenue par Mélik, qui nous a laissé la boutique le temps de l'interview, qui sera là après, mais qui est un établissement, tu vois, tout est bien rangé, c'est hyper propre. Hein, tout est clean, tout est propre, et c'est pas le fait d'un fétichiste, justement, c'est le fait d'un amoureux de la musique. Et qui se met au service des amoureux de musique dont on est tous plus ou moins, et en tout cas dont je suis. Et donc voilà. Et donc quand tu as envie d'écouter, découvrir des beaux disques, tu viens là, tu les trouves dans un bel état. Et puis il y a de tout. Hein, il y a de tout. Pop rock alternatif, les nouveautés. On peut bien voir de la soul, de la funk, jazz. Enfin, il y a vraiment, musique électro, house. Enfin, il y a vraiment tout pour être heureux. Ouais. Quand tu cherches des beaux disques, il y en a à peu près pour toutes les bourses aussi. Ouais. Ça compte. Et voilà. C'est vrai qu'on en parlait. Le vinyle revient en force ou c'est une fausse phrase, ça? Alors, le vinyle redevient une mode. Ça, c'est ça me semble plus juste. Il y a un gros mot dans ta phrase, le mot mode. C'est pas terrible d'être à la mode. Ça sent le roussi quand on est à la bonne, non? En général, oui. Ouais. En général. Et en fait, mais je pense que c'est une mode durable, bizarrement. Je me souviens avoir souvent argumenté sur le fait que le vinyle est et restera, parce en tout cas en Occident, au moins, on est des gens de possession. On a besoin de posséder un objet. Et donc, vrai. Du coup, arrive un moment où on a besoin de redonner du sens à ce qu'on a, et pas forcément ce qu'on écoute et dont comme je te disais tout à l'heure, dont on ne se souvient plus du nom, parce que de toute façon, on l'a pas sous les yeux, donc on oublie, on connaît l'air, mais Et donc le marché du disque, effectivement, est en pleine expansion, parce que justement les gens retournent à quelque chose de plus organique à tout point de vue, parce que le son du vinyle, quoi qu'on en dise, reste quand même quelque chose qui est le plus
le plus riche et en même temps, du coup, le plus satisfaisant à l'oreille. Ouais. Il provoque le moins de stress Mhm. à l'oreille. Et donc, du coup, les gens se retrouvent à réécouter leurs disques. Voilà. Et en plus, on consomme, j'aime pas le mot par contre, tu vois, ça pour moi c'est un gros mot, mais on consomme la musique différemment. C'est-à-dire que aujourd'hui, on te fait moult playlists avec le morceau d'un album que tu es censé aimer ou le morceau que tu aimes. Et puis un jour, tu écoutes l'album et tu découvres qu'il y a 3-4 autres morceaux dedans qui font ton bonheur et même plus. Moi, j'ai pas mal de disques à la maison, mais pour autant, il y a des albums que j'ai achetés pour un morceau et que je réécoute 30 ans plus tard. Je dis, Tu peux rappeler combien de disques tu as chez toi? Je sais pas. C'était la réponse que j'attendais. Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas. Tu me disais un truc qui m'avait marqué, c'est que tu rachètes les disques que tu retrouves pas chez toi. Parfois, oui, Donc ça m'arrive. il t'arrive d'en avoir du coup 5 ou 6 exemplaires. Non, 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 pas 5, 6. J'exagère? Oui. 4-5 quoi. Non, 2, 3, ouais. Ouais, parce que parfois, c'est. Mais en fait, c'est parce que, tu sais, parfois, t'es booké pour une soirée et on te dit, tiens, je sais pas, je te donne un exemple, soirée Motown. J'en cherche, puis après, il y en a qui me reviennent en mémoire, et je sais que je les ai, mais je les retrouve pas. Ouais. Et donc là, voilà. Bon. On va parler un peu d'aujourd'hui. C'est quoi la semaine type d'un JP Mano aujourd'hui, en 2019? La semaine type d'un JP Mano aujourd'hui en 2019, c'est debout, tôt, du sport, de la musique, de la musique, de la musique, de la musique, de la musique et de la musique. Des soirées. Des soirées. Non, et surtout, surtout pas mal d'heures de cours. Ouais. Pas mal d'heures de cours, pas mal d'heures passées en studio sur du conseil, sur de la DA, et puis surtout, surtout le mix. Bien sûr. Voilà. Et tu as monté cette nouvelle soirée. J'appelle ça une nouvelle soirée parce que dans notre inconscient collectif, tu restes quand même très très affilié à la Black Pearl, mais la LRP, anciennement la Réunion Party. La Réunion Party. Est-ce que tu peux nous en parler de cette soirée, parce que je sais qu'elle te tient particulièrement à cœur, celle-là. Ouais, parce que... Je voudrais qu'on en parle, qu'on parle des soirées à venir, et qu'on se quitte là-dessus, quoi, parce que c'est important. Bah, en fait, cette soirée est née d'une bonne discussion bien musclée avec mon fils. Ok. Qui me dit... je sais pas, il me fait écouter un truc, je me souviens plus du nom, mais je sais pas, j'ai eu une crise d'urticaire. Et donc du coup, je lui ai dit, mais c'est nul ton truc, c'est nul. Comment toi, mon fils, tu peux écouter un truc pareil? Et il est pourtant bien élevé, normalement, musicalement. Non. Ok. Non, parce que je me suis trompé sur beaucoup de choses. D'accord. Et je me suis notamment trompé sur le fait que c'était un être vivant, libre de ses choix, et qu'il allait forcément faire son chemin lui-même. Et tu sais, j'ai agi comme un vieux con par rapport à la musique, c'est-à-dire que quand il me faisait écouter un truc en hip-hop, je faisais écouter l'original. Et puis, il y a des émissions de radio qui se sont assises sur ce concept. Hein, et puis à force, et ben, il allait voir ses potes, il leur disait, ah mais non, mais je connais l'original. Puis un jour, il s'est retrouvé à s'entendre dire qu'il écoutait de la musique de vieux et que c'était un vieux. Et donc du coup, il a fait, papa, stop, fous-moi la paix. Okay, gentiment, mais il me l'a fait comprendre. Et donc on arrive à cette discussion et je lui fais écouter un truc. Et il me dit, mais c'est dépassé, mais on n'écoute plus ça. Et il m'a dit, tu mets ça encore, mais c'est de la musique de bal musette. Oh, j'étais vert. Et c'était quoi le titre? Je sais plus. Franchement, l'argumentaire autour était pas. C'était rigolo. Enfin, on se souvient plus trop des titres, mais je me souviens qu'il avait eu la démarche de trouver quelque chose qui me sensibilisait. Et pour lequel je me suis dit, quand même,
Il a pas tort. Il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Yes. Et donc, j'ai répondu, moi aussi, musicalement, en cherchant un truc disant, bon, ça, il ne peut pas me jeter avec un truc comme ça. Et il avait trouvé ça intéressant aussi. Et à la suite de ça, j'ai eu une discussion avec un pote qui me dit, ouais, mais on ne sait plus où aller, il n'y a plus rien, aujourd'hui la musique, elle est nulle et tout. Et je me suis dit eh ben, que la réunion partie, et c'est pour ça qu'elle s'appelle la réunion partie, allait être l'opportunité de présenter à chacune des générations le meilleur de la génération d'en face. Et donc aujourd'hui, c'est une soirée où, encore aujourd'hui, les parents viennent avec leurs enfants. Ouais. Alors, adultes, hein, bien évidemment, mais les parents viennent avec leurs enfants et on découvre, on peut écouter Marvin Gaye, D'Angelo, Chris Brown, Drake. Voilà. Dans la même séquence. Dans la même séquence, en prenant soin de mettre le meilleur de chacun d'entre eux. Voilà, c'est ça le Elle existe depuis principe. combien de temps cette soirée désormais? 7 ans. 7 ans. Mm. Et alors, pourquoi l'avoir changé en LRP du coup? Parce que je pense que parce que le public parisien est un public capricieux qui a besoin de nouveautés, D'accord. d'évolution, que nous aussi on avait besoin d'évoluer, qu'on avait aussi besoin de se remettre en cause, que aujourd'hui les gens ont besoin de choses qui vont vite. La réunion partie, en plus, c'était extrêmement connoté. Les gens pensaient que c'était une soirée réunionnaise. Yes. Et donc du Tu coup, vas avoir plein de retours comme voilà. ça. Ouais. Et donc du coup, LRP, c'était aussi le moyen de donner un petit coup de fouet. Ouais, Et c'est bien, voilà. c'est bien. Ouais, avec les visuels. Ouais, Les visuels, on voit vos visages un peu dessinés. ouais, un peu dessiné. Et Alors, donc l'histoire, tu la dessines avec un chanteur rappeur français qu'on connaît Ouais. tous, ouais, Sly Johnson. Johnson, ouais, qui est aussi mon ami d'abord. Ouais, bien sûr. Ouais. Et avec qui on a décidé de se lancer dans cette aventure. Et puis là, on va être rejoint par d'autres. Alors raconte-moi, parce que ça c'est intéressant, cette nouvelle mouture, on va dire, une nouvelle formule, parce que justement Ouais. on est dans une évolution constante, donc là vous apportez un nouveau coup de fouet. C'est quoi ce nouveau coup de fouet? Tu m'en as parlé, moi ça m'a beaucoup plu. Eh ben, écoute, du coup, m'est venue à l'idée que Maca sera une partenaire de choix. Ah Et super. donc, on en a discuté tous ensemble, et puis elle a accepté de nous rejoindre. Alors la LRP, soirée parisienne, Mm. c'est au TRAC. Au track, oui. C'est tous les camps du coup, C'est fréquence. Il n'y a pas pas de de fréquence. il y a pas de fréquence parce Il que y a comme plus de ça. fréquence. Ouais. Non, mais même on a avec la Black Pearl, j'ai compris qu'il fallait que je me débarrasse des fréquences parce que la fréquence face au fait que les gens soient extrêmement sollicités fait que ta soirée, même si elle est bien, elle devient un plan B voire un plan C. Et donc du coup, les gens n'ont plus la même envie, le même besoin d'investissement. Et donc du coup, il vaut mieux que ça reste un événement. D'accord. Voilà. Comme ça, tu remontes un peu. Alors c'est quand la prochaine? Écoute, la Parce que prochaine, ce c'est serait une- pour fin juin. Fin Ah, juin? bon, j'ai pas la date exacte. D'accord. Bon, on encore. la remettra nous, Ouais. pas de souci. C'est cool. Ouais. Et donc Maca sera là Donc Macan, normalement. normalement. Normalement, tu vois, je fais un petit peu de... Je m'avance un petit peu, mais écoute, j'espère de tout cœur qu'elle sera avec nous. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. C'est tout ce qu'on se souhaite. Ouais. Parce qu'avec la combinaison avec Sly Johnson, en tant que rabatteur, Alors cela, il nous a... hip-hopper, ambianceur, Ouais. tout ça. En fait, on a un combo qui se veut unique, Ouais. mais surtout inimitable en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi j'ai l'expérience que j'ai, Maca apporte la sienne avec sa force de proposition artistique et humaine, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui la suivent et Oui, donc on Et- reste et aussi du dans ce coup, concept de la réunion. voilà, on reste dans le même truc. Et on a, cerise sur le gâteau, quelqu'un qui peut utiliser sa voix comme personne. Bien sûr. Et donc ça fait que la magie opère assez souvent. Et... Bah, vous embêtez pas, hein, venez à la réunion partie, à la LRP, pardon. Non, mais ça peut, la réunion partie ou la LRP.
La page s'appelle toujours La Réunion Party, Ouais, donc ouais. pas de souci. On se suit, on la suit, nous, hein. On adore Mm. ça. On va, on va se quitter avec un choix de disque. On est quand même dans un univers incroyable. Tu choisirais un disque, on en parle un peu ensemble. Alors JP, tu nous as choisi un disque, un vinyle, Ouais, Miles Davis, Oui. Beaches Brew, oui. qu'il a réalisé lui-même. Tu nous en parles un peu? Ouais, c'est un album qui pour moi est dans la lignée de l'album de Marvin Gaye, Hear My Dear. Ok. C'est On un, en fait aux gens comme ça. c'est un album, c'est un peu un album divorce en fait. Euh, Miles Davis était marié avec Betty Davis Oui. et, et en fait cet album-là il a été réalisé sous l'influence de Betty Davis, de Jimi Hendrix et de lui-même. Miles Davis n'a pas toujours été très sûr que Betty Davis se soit uniquement concentrée sur sa petite personne. Et, C'est joliment dit. quand même. et au départ, l'album devait s'appeler Witch's Brew, Ouais, donc brouette de Euh, sorcière. c'est ça. Et puis, Et puis il a il changé. a dû découvrir quelque chose qui l'a un petit peu... voilà. Voilà, qu'il a un peu. Voilà. Et j'aimais bien, Ça l'a chafouiné. voilà, j'aimais bien le clin d'œil, quoi. Alors du coup, c'est bien Beaches Brew. Voilà. Voilà. On va peut-être vous mettre la, la signification. Ouais. Mais ouais. Donc, alors musicalement, on est sur quoi? On est sur On quelque est chose- sur les prémices du jazz fusion. Ok. On est sur les prémices du jazz fusion. On est sur une musique qui aussi entre le jazz, le rock, un petit peu le funk, mais ça, enfin, la texture évolue quand même, évolue quand même pas mal. Et alors là, avec ce vinyle, par exemple, sur quel type de soirée tu pourrais te permettre de mettre un morceau de ce vinyle? Je ne sais pas. C'est vrai? Je sais pas parce que tu sais, il y a pas de, C'est du, il y a pas de, moi c'est du ressenti en fait. c'est du ressenti, c'est le bon morceau au bon moment pour les bonnes personnes. Si t'as pas ça, faut pas le mettre. Moi, je comprends pas les DJ qui imposent la musique qu'ils aiment sous prétexte que comme ils l'aiment, eh ben, c'est la meilleure musique du monde. Je comprends pas. Moi, j'adore Miles Davis. Pour moi, mettre Miles Davis à des gens qui me disent mais qu'est-ce que c'est nul, je rends pas service au génie de ce type, quoi. Et moi, je suis juste là pour faire savoir Ouais. à quel point C'est bien. certains musiciens sont bons. Bien Je sûr. suis pas là pour, je suis pas là pour leur casser leur Pour les carrière. emmener, Enfin, pour les voilà. envoyer au casse-pipe quoi. On les Ouais, envoyer au casse-pipe, quoi. ouais. Pour moi, il y a des titres qu'il faut pouvoir mettre à certains moments. Et puis parfois, même sur des gens qui te disent, bah, j'adore le jazz, ouais, mais tu sens bien que les gens sont pas réactifs, Mhm. sont pas émotifs, et du coup, à mon sens, il faut mieux s'abstenir. Donc tu le mets dans un moment où où tu le sens. Tu sens Ouais, où je sens que l'audience c'est, où, ouais, où captive, je où sens tu- que c'est, ou même parfois je sens que je peux les surprendre positivement. Ok, très bien. Moi, c'est pas que le fait de me dire, tiens, ben, ils ont aimé ça, donc ils vont aimer ça. Non, mais Donc un DJ, c'est quand même une histoire de ressenti. On est de... ah oui, c'est une affaire de sensibilité. Je crois que si les gens prenaient le temps avant de tendre le téléphone pour dire est-ce que tu peux me mettre ça, prenaient le temps de mesurer ce qu'un DJ met de son humanité dans la musique pour la transmettre à d'autres, ouais, il C'est ce qui regarderait. est souvent un peu mis de Fois. côté, non? Cette sensibilité, cette humanité que les DJ peuvent avoir. Au-delà du fait que c'est juste des pouces-disques, des gens qui sont censés mettre la musique que tu es censé aimer, quoi. Ouais. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de risque artistique, en fait, pour certains DJ. Oui, il y en a moins, quoi. Il y a beaucoup moins de risques artistiques. Parce que moi, par exemple, quand je pars de chez moi, j'ai fait une sélection de disques. Et à moi de me battre pour que ça passe et que ça Bien sûr, corresponde. bien sûr.
quand tu arrives avec un ordinateur, avec toute ta discothèque, tu as zéro risque. Donc du coup, tu n'es plus dans une dynamique artistique, d'inspiration, de ressenti, d'improvisation. D'improvisation. Non, tu vois bien, type, ils ont des playlists avec classées par BPM, donc par niveau de rythme. Ouais. Et puis ils enchaînent, quoi. Ils enchaînent un morceau toutes les 15 secondes. Puis voilà. Et puis à la fin, et puis tu sors de leur set où ils ont absolument tout mis. Tu peux pas leur dire, j'ai pas eu ça. Ils ont tout mis, mais t'en retires rien, quoi. D'accord. Bon. Bah, c'était ton choix musical, hein. Oui. Mon JP, Miles Davis, Beaches Brew. Oui. Et on va se quitter là-dessus. Eh ben, écoute, merci à toi. Mais merci à toi Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous, My Media Room. Il me semble qu'on va aussi faire un petit question-réponse, mais peut-être pas que un ni oui ni non, hein, parce que je vais mentir. Non, mais tu vas voir. C'est un petit... D'accord. Et puis, ne me déteste pas d'avance. Ça D'accord. va bien se passer. On se retrouve tout à l'heure. C'est alors. cool. Allez. JP, C'est moi, funk ou soul? les deux. Jazz ou R&B? Les deux. New Jack ou hip-hop? Les deux. Prince ou D'Angelo? D'Angelo. James Brown ou Ray Charles? James Brown. Aretha Franklin ou Nina Simone? Les deux. Le Palace ou le Studio 54? Le Palace. La télévision ou la radio? La radio. Le vinyle ou la cassette audio? Le vinyle. La Black Pearl ou la LRP? Les deux.